Distingués invités, bonjour. Nous sommes très honorés. Lorsque j'ai dit nous sommes très honorés, nous, la communauté universitaire de la colline inspirée, de recevoir un monsieur qui n'est plus à présenter parce que il a eu à faire ses preuves dans plusieurs conférences. Ceux qui se souviennent encore des sagas qu'il a dû organiser avec des éminents professeurs ici, comme le prof Mukoka Senda, le professeur Abimba Boulaïmou, ainsi que tant d'autres. Il y a même certains professeurs aussi de Congo-Brazza, avec qui ils ont eu animé des conférences ici. Je me souviens de la dernière conférence que M. Freddy Mulumba a animée, c'était dans la salle de promo. C'était la dernière à laquelle moi j'avais pris part et c'est aussi récent. Et aujourd'hui, il a encore accepté, il s'est disponibilisé pour nous enrichir d'une manière intellectuelle avec un thème très important dont nous allons révéler tout à l'heure, mais certains l'ont déjà vu à travers les affiches. Sans plus tarder, nous accordons la parole à M. Eva Bosangue, qui est secrétaire du Café juridique. Le Café diplomatique est à l'honneur de vous présenter M. Freddy Mulumba, qui va animer la conférence, ainsi que le chef de travaux Roland Kaembe. Quand nous l'avons appelé, il n'a même pas hésité, vu que c'est la science. Il a accepté avec toute humilité et nous disons merci, cher CT, pour cette bonne volonté. Ok. Le Café diplomatique, depuis un certain temps, était habitué aux conférences. D'ailleurs, nous vous disons une fois de plus encore merci pour votre présence. C'est dans déjà des exercices que nous enrichissons aussi. Et puis nous avons l'intervenant de taille dont nous ne serons pas d'ici. Une fois de plus, le café vous dit merci et bonne suite des activités. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Eva Bosangue, pour ces mots de bienvenue. Nous allons directement parler de notre conférencier de ce jour. C'est M. Freddy Mulumba Kabouaï. Je l'ai dit tantôt que c'est un monsieur à ne pas présenter parce qu'il est connu, mais comme c'est un devoir, nous allons tout simplement faire une présentation brève, parce que si nous devons faire une présentation détaillée, je crois que nous n'allons pas sortir ici. Ça pourrait faire objet de toute une conférence. Qui est M. Freddy Mulumba Kabouaï? M. Freddy Mulumba est actuellement directeur général adjoint de la RTNC. Il a été ancien administrateur, directeur général du groupe de presse Le Potentiel, Radio-Télé 7. Il est diplômé en sciences politiques de la FUCAM Mons en Belgique. Il est aussi directeur général du magazine Renaissance africaine. S'agissant des publications, on a repris quelques publications tout simplement. Il est co-auteur avec M. Kamana de l'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire. Publication faite aux éditions universitaires européennes en 2018. Il est aussi co-auteur avec le monsieur Kankwenda Mbaya et Mukoka Senda dans l'œuvre intitulée « La République démocratique du Congo,
face au complot de la balkanisation et d'implosion. Édition ICREDES en 2013. Voilà d'une manière brève ce que nous pouvons dire de M. Freddy Mulumba Kabouaï, qui va nous entretenir aujourd'hui sur un thème très important. J'ai cité « Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo ». Voilà, M. Freddy, vous êtes un habitué des micros, vous êtes un habitué des tribunes, vous êtes un conférencier hors pair. Vous avez la parole pour éclairer la lanterne autour du thème que les étudiants vous ont confié. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le chef de travaux. Je tiens aussi à remercier tout le monde ici. Ça fait 8 ans, c'était en 2012. On a fait une grande conférence ici avec le professeur Mukoga Senda, avec Kabongo Malou et le professeur Bioya. Il est décédé. C'était un débat sur les complots de la balkanisation. Je peux vous rassurer que le passage notre passage ici à l'Inikin, ça a ouvert les yeux à beaucoup d'étrangers qui ne pensaient pas qu'il y avait balkanisation. Donc c'est pour vous dire que l'université reste le seul lieu où on peut faire un débat. Un débat pour éclairer l'opinion politique, l'opinion d'une manière générale. On en avait fait déjà à la Cité, mais ce n'était pas pris au sérieux. Et quand on est passé ici, puis on a eu beaucoup de témoignages des grands professeurs d'université, et ça donnait un peu beaucoup plus de crédibilité à notre discours. Donc si je décide de passer souvent à l'université, c'est parce que sans l'université, il n'y a pas de société. Quand il y a des questions dans la société, les solutions sont proposées par les universitaires, ou bien par les études supérieures, par des centres de recherche. Ce ne sont pas des politiques qui proposent des solutions. Les politiques décident. Donc cette fois-ci, mes amis m'ont appelé pour parler des responsabilités des intellectuels dans la crise en RDC. Et le débat est parti de mon petit livre que certains chefs de travaux et assistants ont, intitulé « Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RD Congo ». C'est une deuxième édition. La première édition, je l'ai faite en 2007. Donc ça fait 13 ans. Et cette nouvelle édition, c'est corrigé. Et j'ai ajouté d'autres choses parce que vous savez, la science est dynamique. Elle n'est pas statique. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'écrire ce petit livre ici? Peut-être beaucoup de gens se demandent. En fait, il y a des questions de fond qu'on doit se poser en tant que citoyen d'abord, et puis ensuite en tant qu'élite. Comment un pays comme le nôtre, un pays trop riche, un pays trop grand, aujourd'hui, on se rend compte que notre population est pauvre et on est tiré par terre par d'autres petits pays qui nous agacent. Et je me suis posé la question, où sont passés les intellectuels? L'autre élément qui m'a poussé à faire un peu cette deuxième édition, c'est de voir que quand un musicien meurt, l'État congolais, le gouvernement, et la population se mobilisent. Et quand un intellectuel meurt, on n'en parle même pas. Ça pose un problème. Je prends 2 cas. Il y a eu la mort de Papa Wemba. Je pense que c'était la période où il y a un politique qui était mort ici. Ça peut être Kamanda Kamanda, je pense, ou bien quelqu'un d'autre. Son corps était exposé au palais du peuple.
il n'y avait même pas 100 personnes. Mais quand Papa Wemba est mort, c'est toute la société. Une question, pourquoi on s'intéresse beaucoup plus aux musiciens qu'aux politiques et qu'aux scientifiques? Deuxième chose, c'est l'image du pays. On a une très mauvaise image à l'extérieur. On a l'impression qu'au Congo, il n'y a pas d'élite. C'est l'image qu'on a à l'extérieur. Donc tout le monde est dans la danse et dans la musique. Pourquoi cette image persiste? C'est ainsi qu'en écrivant ce petit ouvrage, qui a à peu près 5 chapitres, ici, je ne voudrais pas, je dirais un peu, faire un exposé comme tel. J'ai remis quelques livres à certains assistants pour qu'il y ait débat. Nous sommes à l'université, il faut qu'il y ait un débat. Pourquoi les élites intellectuelles ont échoué? Pourquoi l'université dans ces conditions? Moi, j'ai fait mes études en Europe, en Belgique. Ce n'était pas une très grande université parce qu'on dépendait de Louvain. C'est la faculté catholique de Mons, FICAM. Mais c'était mieux que ça. Or, on reconnaît la puissance d'un pays à travers l'université. Mais quand on regarde à l'UNIKIN, ça fait pleurer. Voilà les débats qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, il y a 5 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Les intellectuels congolais entre vérité, survie, exil ». Je pense qu'on est en train de vivre un dilemme. Le travail d'un intellectuel, c'est dire la vérité. De la rechercher et la dire sans avoir peur. Mais une question. Quand il dit la vérité, est-ce qu'on va le laisser tranquille? Quand il dit la vérité, est-ce qu'on va l'accepter? Je prends l'exemple ici, chez nous. Il y a eu beaucoup d'intellectuels, soit ils sont partis en exil, les cas de Modimbe, Ngal, ils sont nombreux, parce qu'ils ne pouvaient pas dire la vérité à notre société. Le régime de Mobutu n'acceptait pas. Que faire? Il faut aller se réfugier à l'extérieur. Beaucoup sont partis. Et ceux qui sont restés, ils n'avaient pas d'autre choix. Parce que vous pouvez être un intellectuel, votre femme, votre enfant, ils ont droit à la vie. Une question. Est-ce que vous allez sacrifier la vie de votre femme, de vos enfants, pour dire la vérité? Beaucoup ont cédé. Parce que ce n'est pas ni la femme ni l'enfant qui t'ont demandé de dire la vérité. Tu es professeur, tu donnes cours. Que faire? Ils sont pliés. Beaucoup travaillent pour le régime. Même quand il y a des fautes, ils n'ont même pas le courage de dénoncer. Mais l'exil dont je parle, ce n'est pas l'exil seulement d'aller à l'étranger. Il y en a ici qui sont en exil. Moi, je suis étonné de voir que beaucoup de profs sont devenus des pasteurs. Certains sont dans des églises. Ils ont oublié la science. Et généralement, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui devraient quand même publier des ouvrages. Ils n'écrivent plus. Donc, vous êtes dans votre propre pays, mais vous êtes en exil. Vous n'écrivez plus, vous ne faites pas votre travail. Donc, ces conditions ont fait que notre élite intellectuelle a trahi. Mais il ne faut pas se décourager. On a quand même des exemples dans ces pays où on a eu des grands intellectuels qui ont tenu tête au pouvoir politique. Cela, moi, j'ai dit, il ne faut pas se décourager, mais il faut reconquérir l'autonomie intellectuelle. C'est la seule solution. Comment faire pour reconquérir cette autonomie? D'abord, il faut s'organiser. Vous regardez de plus près comment est-ce qu'on travaille. Il y a un désordre total. On ne peut rien faire si on n'est pas organisé. Deuxième chose, pour que l'organisation fonctionne, mais il faut des moyens, de l'argent. Or,
ceux qui sont au pouvoir ne donnent pas l'argent aux intellectuels pour faire le travail. Vous faites comment? Je vois les musiciens, quand ils chantent, on leur donne l'argent. Par des trafiquants, par même des hommes politiques. Mais pourquoi on ne donne pas l'argent aux intellectuels? Pourquoi des mamans qui font des tontines, hein, des likelemba, ils n'ont pas fait l'université? Ils se mettent d'accord pour savoir, ils peuvent cotiser pour une action. Pourquoi nous sommes incapables de nous mettre ensemble pour cotiser, avoir des moyens financiers? Parce que quand vous avez ce qu'on appelle l'autonomie financière, vous avez ce qu'on appelle l'autonomie intellectuelle. Donc l'autonomie intellectuelle ne peut pas marcher sans l'autonomie financière. Mais comme on vous refuse de l'argent, vous faites comment? Vous vous mettez ensemble. Je vois beaucoup de gens qui prennent la bière, quelquefois qui s'enivrent. Mais si vous vous mettez ensemble, vous dites, nous voulons demain faire telle action, faire une telle conférence. On cotise. Chacun donne $1, $1, $1. Après une année, vous avez l'argent. Donc il ne faut pas toujours penser qu'il n'y a que les gens à l'extérieur qui peuvent vous aider à vous en sortir. Parce que les hommes politiques voient les intellectuels comme des opposants. Donc il ne faut rien entendre d'eux. On les voit de temps en temps, quand certains intellectuels entrent au pouvoir, ils sont encore pires parce que c'est eux qui donnent des techniques pour appauvrir l'université et appauvrir les intellectuels. Parce que dans leur tête, l'intellectuel sont opposants. Donc il faudrait au moins, ceux qui sont encore lucides, s'organisent. Il faut cotiser entre vous. Il faut vous organiser. Il faut construire un nouveau discours. Comme ça, quand vous allez mourir, le peuple sera avec vous. Que quand les politiciens, comment on appelle, les musiciens meurent, on voit que la population est concernée. Donc, il faudrait faire par tous les moyens, en faisant la reconquête de l'autonomie, vous faire une certaine crédibilité auprès de la population. Donc, il faut que votre travail que vous faites soit expliqué à notre peuple. Je prends un petit exemple actuellement. Il y a un débat politique sur la Constitution. Tout le monde parle. Mais si on était dans une société sérieuse, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est politique. Les politiciens discutent. Et le deuxième niveau, c'est intellectuel, bien scientifique. Quand les politiciens se chamaillent, on a besoin de quelqu'un qui vient éclairer l'opinion. Ça signifie quelqu'un qui n'a pas de couleur politique. Ça signifie quelqu'un qui est intellectuel. Donc, si tu es docteur, professeur, tu entres en politique, tu cesses d'être intellectuel. Donc, il faut voir vos professeurs qui font des débats à la télévision, ce sont des politiciens et non des intellectuels. On prend le deuxième chapitre, c'est sur les intellectuels congolais dans l'arène politique. C'est là où j'ai commencé avec les débats sur qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Parce que si nous tournons en rond, c'est parce qu'on n'a pas fait, je dirais un peu, le partage de rôles. Il faut à un moment donné qu'il y ait des acteurs, ceux qui sont sur le terrain, qui prennent des décisions. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui sont en dehors du terrain, qui observent. Quand ceux qui sont dans les actions commettent des erreurs, ceux qui sont en dehors doivent corriger et orienter. Ça signifie que il y a d'un côté, je peux appeler l'intellectuel, l'autre côté les politiques. Le travail d'un intellectuel, c'est dire la vérité même si elle dérange. Le travail d'un politique, c'est de prendre la décision pour rendre un peuple heureux, résoudre les crises qui sont dans la société. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà là où nous nous trouvons aujourd'hui, dans le sens que vous avez tous vos profs, pas tous, mais la plupart, qui sont en politique, mais qui ont des spécialisés, des compétences en matière. Mais quand on demande qu'est-ce qui ne va pas dans la société, beaucoup prennent position pour un tel camp bien contre un autre. Là, on est perdu. Vous irez dans d'autres pays, surtout en Occident, je connais un peu bien,
vous allez voir que quand il y a un problème, on ne demande pas n'importe qui. C'est un problème de constitution. On va aller à l'université ou bien au centre de recherche. On demande, les journalistes appellent un spécialiste. Qu'est-ce qui se passe? L'universitaire explique, ou bien l'intellectuel explique. Maintenant, les politiques vont se ressourcer. Et l'opinion comprend où sont les enjeux. Mais quand tu as la politique, tu entres en politique aujourd'hui, il y a beaucoup de vos professeurs qui sont des politiciens. On ne va pas les juger sur base de leur théorie. Tu as écrit 10 livres, tu as construit le paradigme. Non. On va lui poser la question, est-ce que les décisions qui étaient prises étaient bonnes pour la société? Donc, c'est pour vous dire que ce sont des métiers différents. Un intellectuel a son travail, c'est la recherche. La recherche, c'est la vérité. Un politique, son travail, c'est la prise de décision. Pour arriver à ce niveau-là, il faut négocier. Après négociation, on trouve des compromis. Mais en matière de science, il n'y a ni négociation, ni compromis. On passe par les hypothèses pour vérifier une situation. Donc, ce sont deux métiers différents. Mais les problèmes dans nos sociétés, je disais, ceux qui sont en politique estiment que ceux qui sont à l'université sont les opposants. Et quand vous commencez à critiquer, ils n'acceptent pas ça. Donc, notre société n'est pas préparée à accepter des critiques. Or, sans intellectuels, une société ne peut pas avancer. Aujourd'hui, vous voyez les Américains, vous êtes fiers, vous voyez les Chinois. C'est parce qu'il y a des gens qui réfléchissent librement. Donc, un intellectuel doit réfléchir en toute liberté. Pas faire plaisir à un camp contre un autre. Donc, nous sommes dans un tournant de notre histoire. Nous devons faire un grand effort pour arriver à corriger cela. Remettre un peu, je peux appeler des normes. Qui fait quoi? Et pourquoi il fait ça? Mais tant qu'on est dans cette confusion, où les gens passent à la télévision en se disant professeur d'université, alors qu'ils font la politique, ça sème la confusion dans notre peuple. Troisième chapitre. J'ai passé beaucoup de temps en tant que journaliste. J'ai fait 10 ans à la tête du groupe de presse Le Potentiel. Je voyais les gens, chaque fois quand vous sortez, séminaire dit scientifique, sous le patronage du président de la République, thème bonne gouvernance, thème démocratie. Chaque fois, je voyais, quand les professeurs d'université avec les politiques se retrouvent, tout le monde devient savant. Donc la plupart des séminaires qu'on organise ici jouent des rôles. Ça permet aux gens d'accéder, c'est un tremplin politique, d'accéder au pouvoir, parce qu'après avoir fait des séminaires scientifiques, directement, les rapports sont déposés soit à la présidence, soit chez le Premier ministre, et ceux qui ont travaillé attendent un poste. Demain, quand il y a des nominations, vous les retrouvez dedans. Ce n'est pas scientifique, c'est politique. Mais on met la couleur scientifique pour avoir une certaine crédibilité. Ça, c'est le côté politique. Mais ils ne sont pas les seuls. Je pense qu'ici, vous voyez généralement vos ONG, vous faites comment on appelle ça, des ateliers, des conférences sur les droits de l'homme, hein, surtout les droits de l'homme et puis élection, selon la fondation aussi ça. On vous donne l'argent, vous publiez. Or, la fondation, n'importe laquelle, je prends aussi ça comme un exemple, ces fondations ont une mission idéologique. En fait, à travers leur financement, ils vous imposent un discours. Donc vous devez orienter tout ce que vous faites par rapport à leur idéologie. Je prends un exemple un peu précis. Vous avez la fondation OSISA, qui est gérée par M. Soros. M. Soros est un globaliste, mondialiste et néolibéral. Donc, quand on va vous parler de démocratie, vous devez orienter par rapport à son idéologie néolibérale.
Vous n'allez pas dire que vous faites une conférence sur la démocratie et aller en dehors de la ligne tracée par M. Soros. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, quand M. Soros ou bien d'autres fondations vous financent, généralement derrière, il y a le service de renseignement. Parce qu'on s'est rendu compte, à mettre des flics, des agents secrets sur le terrain pour récolter les informations, ça coûte cher. On passe maintenant par les fondations, par les ONG, pour récolter les renseignements et les informations. Donc, parce que quand vous terminez, vous devez faire un rapport pour justifier l'argent. Et lui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Quel est le travail que vous avez fait et quel est le contenu? Ça permet aux services de renseignement occidentaux, même chinois, étrangers, de savoir ce qui se passe chez nous. Donc, rien n'est gratuit. C'est comme ça que moi, je dis, il faut redorer les blasons scientifiques. Ça signifie quoi? Vous êtes à l'université. Normalement, dans des pays sérieux, où vous avez des élites lucides, quand il y a un problème, on fait appel aux universitaires, pas aux étrangers. Et pour faire appel aux universitaires, il faut être sûr que les gens sont bien formés. Ça signifie que l'État doit financer l'université, le centre de recherche. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Que faire? Je pense que quelquefois, je vois chez vous ici des profs qui sont en grève. Qui sont en grève, c'est bien. Mais ils réclament quoi? Seulement les salaires. Moi, je suis étonné. Ça ne suffit pas. Les conditions de travail. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une université sans bibliothèque, sans laboratoire. C'est aux professeurs, au cours scientifique, de demander ce compte-là. Ça fait partie, les salaires aussi font partie de ça. Mais ici, quand on fait des réclamations, c'est seulement les salaires. Non, ça ne tient pas debout. Donc, il faut normalement que ceux qui sont au pouvoir comprennent l'université est essentielle pour le développement. On vient vous raconter des faussetés ici, par nos amis occidentaux, développement, bonne gouvernance. Si vous faites ça, vous allez vous développer, élection. Mais on se rend compte que la plupart des pays qui sont développés, ce n'est pas grâce au discours. Je vous prends les cas de l'Allemagne, les cas de la Chine, de l'Amérique, et je dirais un peu quel pays encore, la Corée du Sud. Quand vous partez là-bas, et la Chine, quand vous partez là-bas, donc les responsables politiques, on dépense beaucoup plus pour le financement des universités et centres de recherche. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes Chinois faire des merveilles, c'est parce que l'État chinois a financé. Comment est-ce qu'on peut venir vous dire, vous allez vous développer sans science? C'est une erreur. Et je vois des intellectuels soutenir ça. Ce que vous ne comprenez pas, quand on vous dit, on va vous développer, c'est pour entretenir une domination. Et de comprendre aussi que le mot développement a été créé juste en 1945, quand l'Amérique a pris la tête du leadership mondial. Après que l'Europe, la Grande-Bretagne ait perdu son leadership. Et pour accompagner les pouvoirs américains, le leadership américain, il fallait créer des écoles de pensée. Ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est idéologique, pour vous garder dans une domination. Et quand vous partez plus loin, le mot développement a remplacé le mot civilisation. Hier, pour nous dominer et pour nous coloniser, on passait par, on va civiliser les barbares. Mais après 1945, ça ne peut pas encore se justifier. Automatiquement, le mot développement a remplacé le mot civilisation. Donc, il faut, de votre côté, vous comprenez très bien, toutes les théories qui viennent de l'extérieur ne sont pas pour notre développement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Hein? Il faut, bien entendu, s'ouvrir sur les autres, mais c'est à nous de donner l'orientation, qui est attendre qu'on vienne vous imposer ici. Maintenant, regardez les cas, vous êtes en Sciences Po. Ça fait 3 cycles d'élection, depuis 2006. Après l'élection, il y a guerre.
il y a des ordres. Mais là où vous avez des élites lucides, ceux qui font des recherches, se posent la question, pourquoi après l'élection il y a des désordres? Vous vous arrêtez, vous faites des recherches pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre système qu'il faut peut-être réinventer pour que, après l'élection, qu'il n'y ait pas de désordre dans le pays. Donc c'est le travail des scientifiques. Mais ici, quand vous faites des élections, on vient vous financer, vous prenez. Mais vous ne faites pas les bilans. Vous ne tirez aucune leçon. Le lendemain, ils reviennent encore. Donc il faut maintenant que les intellectuels, les scientifiques, et surtout les politologues, je dis surtout les politologues, fassent un grand effort pour se poser une question, pourquoi accepter toutes les théories que nous viennent de l'extérieur. J'ai parlé ici les cas des musiciens et des intellectuels et politiques. Je pense qu'ici, il y a Ilunga Bongo, beaucoup le connaissent. Il est décédé. Ilunga avait écrit un article, je n'ai pas la phrase en tête, pour s'interroger, il a fait une projection. C'était la recherche scientifique dans une société bloquée, le fond du problème. Cet article est chez OCEP. Prenez le temps de le lire. C'est très important. Il nous pose des questions. Non, pas des questions comme telles, il fait des projections. Il dit, mais il y aura un temps où on aura des médecins, il y a beaucoup de morts. Il y aura un temps où on aura des agronomes, alors que les gens meurent de faim. Il y aura un temps où on aura des ingénieurs, alors qu'il n'y a pas de route. L'article, je pense, l'a publié, ça fait plus de 20 ou 35 ans. C'est valable jusqu'à aujourd'hui. Une question. La société congolaise et le gouvernement congolais, l'État congolais, ont-ils besoin de la science et des intellectuels? C'est ça la question. Parce que si les pouvoirs politiques avaient besoin de la science et des intellectuels, on ne vous laisserait pas comme ça. On n'allait pas abandonner tous les intellectuels qui meurent. Il y a Malou Akalenga qui est décédé ici. Malou a vécu dans des conditions très difficiles. Il avait perdu la mémoire. Paraît-il qu'on les voyait sur rond-point Gaba ici, perdu. Et quand il est mort, j'étais avec l'ancien gouverneur de Kinshasa ici, Kimbembe. C'est Kimbembe qui a eu, que le président Kabila, l'ancien, l'a envoyé pour les représenter. Il n'y avait personne. Malo Akalenga, un grand scientifique. Et chose grave encore, la voiture qu'on a donnée à sa famille, on voulait me ravir ça. C'est pour vous dire que nous sommes dans une société où ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont la population ne voient pas l'importance de la science. Ça, le fond du problème chez nous ici. Si ces gens qui sont au pouvoir, tout comme la population, comprennent l'importance de la science, toute crise qui éclate ici, on viendra vous chercher. Mais pourquoi? Pourquoi n'ont pas besoin de la science? Je pense dans les petits livres, j'ai parlé de la dimension fétiche ou bien spirituelle. Je pense que chez nous ici, quand vous êtes malade, au lieu de voir les médecins, ou bien quand on vous a soigné, quand ça ne marche pas, votre réflexe c'est quoi? Allez voir les Nganga. Chez nous ici, pour accéder au pouvoir, la nuit, les gens font des gris-gris. Il y en a même qui vont dormir au cimetière pour être élu ou bien pour être nommé. Or, si vous voulez savoir aujourd'hui si vous voulez être élu ou bien nommé, je pense quand même, pour les élections, on peut faire une enquête. Est-ce que vous êtes populaire ou pas? Ça, c'est la science. On préfère se fier aux féticheurs et aux marabouts. Mobutu lui-même, en 1990, lors de la conférence souveraine, il a fait appel à 40 marabouts sénégalais
Ils sont venus ici pour faire des histoires, pour qu'ils restent au pouvoir. Mais l'avion qui transportait le marabout a raté le vol. Angeli. Donc c'est pour voir que notre difficulté est qu'on ne fait pas confiance à la science. On fait confiance encore aux fétiches et à la religion. L'autre phase de la chose, c'est au niveau des cercles ésotériques. J'étais au Cameroun. Quand vous arrivez au Cameroun, vous vous rendez compte que le pays s'est arrêté. Mais le Cameroun a de grands intellectuels. Il y a un Camerounais qui a écrit un livre sur l'ésotérisme. Il se pose une question. Comment nous, Camerounais, nous sommes francs-maçons, nous sommes roses-chrétiens et autres cercles ésotériques, pourquoi on ne parvient pas à faire ce que les autres maçons et roses-chrétiens ont fait ailleurs? Il prend un exemple. L'Amérique a été libérée par les maçons. L'histoire est là. Ce sont les maçons qui ont construit des grands bâtiments. Mais pourquoi chez nous ça n'arrive pas? Il est arrivé à une conclusion. Il y a une confusion entre cette dimension mystique extérieure et une dimension interne. On reste encore féticheurs et sorciers. Et Mabika Kalanda, qui est un grand, il a fait des recherches. Il a publié un petit ouvrage, Tchakagne. Là, il parle de gnose. Donc, gnose, c'est les choses de chez nous. Je prends l'exemple de Mwatayav, qui est l'empereur Lunda. Mwatayav, d'abord, ne vole pas son pays, donc son empire. Et deuxièmement, il n'est pas dans ces cercles ésotériques. Parce que quand on vous donne ce pouvoir de chez nous, c'est pour protéger la société. Donc, s'il y a un sorcier qui vient, tu observes. Tu dis, monsieur, arrête-toi là-bas. Tu viens chercher quoi? Donc, ce pouvoir est resté par-ci, par-là. Mais la plupart de nos élites, ils ont embrassé les cercles ésotériques étrangers. Et généralement, c'est pour une domination. Et quand tu as un problème, on dit qu'en France, il y a un maçon, allez, va à Brazzaville, va régler les problèmes. Mais il ne règle pas les problèmes pour les intérêts des Congolais de Brazzaville. Il les fait pour les Congolais, pardon, pour les intérêts français. Donc, beaucoup de gens travaillent sur ça actuellement. Je pense que Mabie Kalanda a déjà fait un travail. Il y a Bilo Lumumba-Bing, que vous ne connaissez pas. Je pense que dès qu'il va venir, c'est un grand égyptologue, je vais l'amener ici. Et je préfère qu'il y ait un débat entre lui et Kamana devant les étudiants. Donc, il travaille pour qu'on ait les pouvoirs de chez nous. Donc, quand je dis les pouvoirs de chez nous, ce n'est pas la sorcellerie. Ce ne sont pas les fétiches. Donc, c'est le pouvoir que Mwatayav là a, de protéger la société. Et quand vous n'avez pas ça, vous êtes fragile. Donc, vous êtes fabriqué par les autres. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas des hommes. Hein, vous n'êtes pas des gens initiés. Parce que chez nous au village, quand vous devenez chef du village, roi, on vous initie pour vous donner ces pouvoirs de chez nous et protéger la société, pas détruire. Or, la plupart des gens qui ont embrassé les pouvoirs ésotériques occidentaux et autres ont détruit notre pays. Donc, si nous sommes en difficulté, il y a cette dimension, je dirais un peu ésotérique. Et ces forces s'affrontent. Ce qui fait on tourne en rond. Parce que c'était des forces internes de chez nous qui privilégient les intérêts de la société. N'allez pas s'affronter pour paralyser le pays. Et c'est la même chose qui se trouve au Cameroun. C'est encore pire que chez nous. Et généralement, quand vous avez un poste, le premier réflexe, c'est prendre les frères. Ce n'est pas les frères du village. Tu prends les frères des cercles ésotériques. Et ça nous fragilise. Ce n'est pas si mauvais. C'est bon, mais il faut notre ésotérisme à nous. Je pense que les Chinois ne font pas comme les Européens. Tu peux aller en Chine, il n'y a pas de rose chrétienne, tout comme de francs-maçons, dans l'entourage de Xi Jinping. Ça n'existe pas. Parce qu'ils ont leur force. Xi Jinping que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas comme ça, aller comme ça, penser que c'est un enfant. Il a toutes les forces de la Chine en lui. Ce n'est pas les forces importées.
Donc il faut compléter cette dimension ésotérique pour avoir des hommes solides, des hommes qui se mettent au service de la population. Mais c'est comme ça que j'ai dit, c'est la petite conclusion, le 5e chapitre, nous voulons en sortir, il faut renouveler la pensée et la spiritualité. C'est qu'il nous faut défaut. Je viens de parler de la spiritualité. Bien qu'on soit chrétien, c'est une religion, mais il y a des choses pour garder le peuple qu'il faut avoir, qui n'est pas donné à tout le monde, il faut être initié. Je vous ai donné l'exemple de Matayav, qui n'est pas rose-chrétien, qui n'est pas franc-maçon, mais il gère son empire et puis il est respecté jusqu'en Zambie et en Angola. Mais il n'a pas une armée. Matayav n'a pas d'armée. Et les gens payent les impôts. Alors que vous qui êtes ici, vous êtes des responsables politiques, les gens ne veulent pas payer les impôts. C'est le travail des chercheurs africains. Pourquoi les gens paient des impôts à Matayav et pourquoi les Congolais ne veulent pas payer des impôts à l'État? Ils peuvent faire fuir. Ça demande qu'il faut faire des recherches. Mais le plus grand problème pour nous, pour terminer, c'est au niveau de la pensée. Nous sommes les produits d'une école coloniale occidentale. C'est grave, on nous a tués par la colonisation. L'Occident nous a tués. Parce que si vous voulez dominer un peuple, c'est sa culture. Et parmi la culture, il y a la pensée qui joue beaucoup un grand rôle. Aujourd'hui, quand on vous pose la question, vous connaissez tous les penseurs occidentaux. Hegel, Karl Marx, qui a encore Sartre, il y a encore tout ce que vous connaissez. Mais quand on vous pose la question, est-ce que vous connaissez les penseurs congolais ou bien africains? Je vous pose une question. Qui peut me donner le nom d'un penseur africain ou bien congolais? Un philosophe. Cheikh Anta Diop. Un autre? Hein? Jean-François Bayard, non, il est blanc, il n'est pas congolais, il n'est pas africain. Mandassem, il n'est pas chercheur, même pas philosophe. Qui encore? Hein? Oui. Qui? Kamana aussi? Ok. Il y a un travail qui est fait pour le moment. Oui, Kamana, c'est un grand philosophe congolais africain. Je vous demande ceci. Vous êtes encore jeune. Vous êtes en Sciences Po. Faites un effort de lire les penseurs africains. On ne peut pas construire ce pays ou bien cette Afrique sans se référer à la pensée africaine. Parce que un philosophe ou bien la philosophie n'est pas universelle. La philosophie occidentale n'est pas universelle. C'est un produit d'une société à un moment donné. On ne peut pas dire que nous sommes obligés d'étudier leur philosophie. Non. Nous pouvons nous inspirer parce qu'il faut s'enrichir. On ne peut pas rester, comment dirais-je, bloqué. Il faut enrichir notre philosophie, mais en tenant compte de la nôtre. Donc vous avez Kamana, vous avez Boussi Boulaga, vous avez Cheikh Anta Diop, vous avez Obenga. Il faut lire tous ces grands-là. Malheureusement, quand vous venez aux facultés de Sciences Po, de philosophie ici, c'est rare d'étudier la philosophie africaine. Et c'est fait à dessein. Parce qu'on sait que c'est l'université qui fait la révolution. Vous irez dans toutes les sociétés. La révolution n'est pas une affaire de politique. La révolution, c'est une affaire des universitaires, des penseurs, qui pensent la société, qui critiquent et qui donnent des orientations. Les politiques ne font qu'agir. Donc, si vous n'étudiez pas la philosophie africaine, même congolaise, vous n'étudiez pas l'histoire de ces pays. À côté, ici, au département de l'histoire, il y a combien d'étudiants? Tout le monde fuit. Des étudiants en histoire. Or, pour avoir un grand peuple, c'est grâce à l'histoire et à la philosophie. Vous ne faites pas l'histoire, vous serez grand où? Ne fût-ce que ce qui s'est passé en 1990. Peut-être vous n'étiez pas encore né. Vous ne connaissez même pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas des historiens qui font ce travail. Pourquoi on laisse faire l'histoire comme ça? C'est parce qu'il y a un complot. Vous devez comprendre ça. Dès qu'on commence à dire, d'abord on va réformer l'université, on va introduire les cours d'histoire, là, nos amis occidentaux, ils viennent pour vous donner des conseils. Et généralement, on met des complices au ministère de l'enseignement pour bloquer. Ici à l'université, il y a eu, je pense, 3 ou 4 projets de réforme
Il y a eu le professeur qui est décédé ici, comment il s'appelle encore, docteur Machako. Il y a eu le professeur Kikalakasa, Tefile Mbemba. Il y a encore le professeur Koutimissa. Dès qu'on a commencé à débattre sur les réformes, tout s'effondre. Mais on va se développer comment? C'est parce que la plupart de nos élites travaillent pour les étrangers, ne travaillent pas pour le Congo, même pas pour l'Afrique. Donc, je vous parle, l'avenir c'est vous. Nous passons. Et vous devez prendre la relève pour que ce pays change. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on veut citer les 10 grandes universités d'Afrique, les 100 universités africaines, notre université n'est même pas présente. Et je ne vois même pas un débat à l'université. Le Monde sort un article contre l'université de Kinshasa. Le Monde, journal français. À Kinshasa, même à l'université, même pas un débat, même pas un démenti. Mais vous êtes quelle université? Donc, le moment est arrivé de vous remettre en cause. C'est vous, les vieux, c'est déjà fini. Demain, certains d'entre vous seront des professeurs ici. Vous devez vous remettre en cause. On ne construit jamais un État avec des médiocres. Ça, il faut retenir ça. On ne peut pas être puissant sans la maîtrise de la science et de nouvelles technologies. Si vous voulez que ce Congo soit puissant, un Congo fort, un Congo au cœur de l'Afrique, mais au service de l'Afrique, il faut la maîtrise de la science. Il faut produire de nouveaux paradigmes. Il faut produire de nouvelles pensées. Il faut avoir l'esprit de grandeur. Aujourd'hui, on est insulté partout, même par des petits pays. Je vois souvent des amis, les profs, peut-être la fois on en va parler, quand vous prêtez à Kigali, oh non, Kigali, c'est un modèle. Mais ça pose un problème. Parce que nous avons toute une histoire. Je vous rappelle, en 1974, notre pays, les Zaïre, avait gagné la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. En 1974, Mobutu a organisé le combat du siècle ici. Et Henri Foreman et tous les Noirs, donc, les grands Noirs américains, étaient venus ici avec l'avion Air Zaïre DC-10. Quand il y avait encore des pays européens qui n'avaient pas encore acheté ça. Et qui conduisait, donc, qui pilotait? Des Congolais noirs. C'était la fierté. Cassius Clay, quand il a vu ça, il était fier. Donc, ce que je vous demande, savoir l'esprit de grandeur, être fier, être vous-même, et savoir que ce pays est trop grand. Il a besoin de grands hommes, pas des gens qui pensent voiture, maison et voyage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Freddy, pour votre exposé, combien enrichissant et de haute portée. Je crois que vous avez été très clair, très concis même. Nous allons maintenant passer à la séance de l'échange, du débat. Je fais une petite observation. La première, c'est je préfère que vous puissiez d'abord renverser votre pyramide qui commence par les politiques intellectuels et la population. C'est là où il y a d'abord un sérieux problème. Parce que vous parlez mieux que l'université de Kinshasa, l'université tout court. C'est d'abord l'éclaireur de la nation. Mais comment l'éclaireur de la nation doit être surmonté par quelqu'un d'autre qui lui donne des injonctions? Dans la mesure où les intellectuels sont eux qui animent même les institutions publiques. À ce niveau-là, il a fallu commencer par les intellectuels qui donneront leurs injonctions aux politiques, et les politiques à leur tour serviront de manière intégrale dans le but de l'intérêt général à la société. Je crois que de cette façon-là, ça ira très bien. Donc j'ai une petite question, c'est celle de poser. Je vous pose la question de savoir, de votre part, étant intellectuel, chaque jour, qu'est-ce que vous faites pour
garantir, pour vous protéger contre cette autonomie intellectuelle que vous jugez être en crise? Parce que cela fait partie aussi d'un rôle que vous aussi vous allez jouer. Nous voulons vous remercier pour cette initiative que vous prenez, vous avez prise. Une initiative qui consiste de venir à l'université afin de pouvoir échanger avec les intellectuels. Ça ne sera pas une question, mais une petite observation par rapport à ma façon de voir les choses. Vous dites la réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo. Et pendant votre développement, vous avez plus accentué cette responsabilité dans les chefs de l'intellectuel que nous sommes. Mais moi, je pense autrement, M. Freddy. Je suis de ceux qui pensent que cette responsabilité est d'abord politique. C'est en connaissance des causes que je l'ai dit. On prend un exemple. D'emblée, lorsque vous avez introduit votre sujet, vous dites que nous sommes dans un pays riche. Comment pourrions-nous vivre dans un pays riche, mais avec une population pauvre? Mais cette question, moi, je pense qu'elle trouve déjà sa réponse. Parce que les scientifiques en ont déjà réfléchi. Aujourd'hui, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà plus de 60 ans passés. Nous sommes en train d'assister à ce que Karl Marx appelle le capitalisme égoïste, à ce qu'un professeur en droit appelle la bourgeoisie d'État. C'est-à-dire, nous faisons face à un groupe de gens, politiques entre guillemets, qui forment une oligarchie et qui s'enrichissent illicitement au détriment de toute la population. C'est un problème qu'il faudrait normalement trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, ça crée tout un grand problème de voir une classe politique qui vive dans l'opulence, mais avec une population tellement pauvre. C'est un problème. Vous dites que, oui, les professeurs, ils ont un grand problème parce qu'ils entrent en politique, ils sont aux antipodes des politiciens, ils reçoivent des injonctions, ils commencent à réfléchir par procuration. Ne voyez-vous pas là qu'il y a aussi une responsabilité des politiques? Parce qu'un professeur, c'est un chercheur. Il fait ce qu'on appelle la recherche fondamentale, une recherche basée sur la production de nouvelles théories. Mais quelles sont les conditions des professeurs aujourd'hui? Quelles sont les conditions des assistants? Quelles sont les conditions des chefs de travaux? Ne voyez-vous pas là qu'il y a encore une responsabilité politique? Oui, c'est l'étudiant Michael Babomba en communication. Et je trouve que, monsieur le conférencier, le problème réside sur l'identité collective de l'élite congolaise, puisque nous sommes prises pour les intérêts des individus. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Nous attendons toujours de l'extérieur. Pour construire, d'abord, nous sommes ici dans la colline inspirée. En Belgique, on a déjà changé nos infrastructures. Or, aujourd'hui, on vient de commencer. Donc, nous attendons toujours les Chinois, les Indo-Pakistanais, la Belgique puissent venir encore. Là, il y a un problème. Que nous, pour construire, il faut attendre toujours de l'extérieur. Et vous qui êtes le responsable, pourquoi vous ne parvenez pas à nous responsabiliser certaines responsabilités? Nos ressources minières, je vais aller par là. Est-ce que les dirigeants congolais sont-ils toujours au service de l'Occident? Et nous, élites congolaises, nous les accompagnons toujours pour voler nos ressources minières que je prends. Pourquoi le Congo ne participe pas dans les 5 pays des droits de veto? Puisque là, je vois l'uranium auquel l'Amérique n'a jamais encore eu le temps d'utiliser l'arme nucléaire que nous, l'ogive que nous détenons ici dans le centre nucléaire, qu'on n'a pas encore utilisé. Et comment peut-on nous combattre tous ces dirigeants congolais qui sont au service de l'Occident? J'ai dit. Ma question est la suivante. Pourquoi en République démocratique du Congo, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir? Je vous remercie. Je m'appelle Kassongo Zingo Nestor. Et je suis étudiant en 2e licence Relations internationales. Quel est le cadre que vous
M. Freddy Moulumba, vous avez planifié pour pérenniser vos combats? Parce que je vois beaucoup plus, vous vous donnez beaucoup plus à parler et vous vous donnez beaucoup plus à défendre pour que les intellectuels aillent de l'avant. Et pourtant, il n'y a pas vraiment un cadre qui est pérenne dans le sens de pérenniser cette façon de voir les choses et aussi avoir des cadres, des élites qui pourront aussi donner le meilleur d'eux-mêmes à la prochaine. Merci. Oui, je pense que je réponds au dernier intervenant. Les cadres, il faut les créer. Je ne suis pas arrivé ici au hasard. Il y a toute une structure qui m'a invité. Je suis venu parler. Donc il faut normalement qu'il y ait beaucoup d'associations. Pas une seule, beaucoup. Et quand il y aura beaucoup d'associations, le message passera beaucoup plus facilement et ça va formater d'une manière la conscience. D'abord votre conscience à vous et peut-être à long terme la conscience de toute une population. Donc tout est construction. Vous devez avoir des ambitions de vous organiser. Je vous ai dit ici dernièrement, donc, quand j'ai exposé mon petit livre, comment reconquérir l'autonomie intellectuelle. Parce qu'on se plaint toujours que les politiques nous marginalisent et les politiques nous utilisent mal. Donc, il faut vous organiser. En vous organisant, vous devez apprendre d'abord à cotiser. C'est capital. Ce n'est pas normal que vous voulez faire quelque chose, vous cherchez l'argent à l'extérieur. Ce n'est pas bon. Parce que pour avoir ce qu'on appelle l'autonomie intellectuelle, il faut avoir l'autonomie financière. C'est très important. Donc, si par exemple, vous vous organisez, vous avez votre argent, vous m'imposez, je dirais un peu les sujets. Monsieur, venez nous parler de ça. Un exemple. Mais quand quelqu'un, comme la plupart des fondations, vous finance, vous impose un discours. Donc, le cadre passe par l'autonomie financière et l'organisation. Et savoir aussi, parce qu'on a notre faiblesse, est que on ne peut pas se mettre ensemble. Chacun veut être président. Vous mettez en place une structure, tout le monde veut être président. Pourquoi? Là où les gens ont une autre vision, vous dites que celui-ci est mieux placé parce qu'il parle très bien, il sait convaincre, il est porte-parole. Celui-ci sait comment organiser, on le met où? Secrétaire général. Celui-ci sait comment négocier, on le met où? Président. C'est comme ça qu'une société réussit. Ici, chacun de nous ne pense qu'à lui-même. Donc, si vous voulez demain vous organiser, regardez, donc, mettez chacun à sa place. N'entrez pas dans vos conflits, qui est président, qui ne l'est pas. Et on voit, c'est comme les partis politiques congolais. Tout le monde est président, chacun avec sa femme. Lui, il est président, sa femme est militante, tout bien militant. Donc ça pose un problème. Donc concernant la responsabilité historique, bien la responsabilité des politiques, celui qui parlait, c'est une responsabilité politique et non intellectuelle. Vous êtes en sciences sociales, sciences politiques. Je vous recommande une étude faite par le professeur Moudimbe. Il l'a publiée en 1974. Et l'étude est intitulée « L'intellectuel zaïrois ». Vous partez chez CEPAS, dans Zaïre, Afrique, vous trouverez ça. Moudimbe ne comprenait pas. En 1974, vos professeurs étaient mieux payés. Minimum $1 500. Ils voyageaient, c'était des petits bourgeois. Mais ils ne comprenaient pas comment expliquer que ces gens sont bien, mais ne sont pas satisfaits. Donc, il est arrivé à une conclusion, que c'est parce qu'on est à la recherche d'un statut social qu'on n'est pas satisfait d'être intellectuel, d'être professeur d'université. Donc tout ça est lié à l'école. L'école nous a formés. Parce que quand vous faites l'université ici, la première chose à faire dans votre mentalité, votre esprit, c'est avoir une voiture, une maison et bien vivre. L'université ne sert pas qu'à ça. Donc il faut bien vivre. Il ne faut pas dire quand on travaille, il faut être pauvre, non. Mais c'est pour permettre à une société de vivre. Donc on transmet certaines valeurs à travers l'éducation. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est l'héritage colonial. L'école que l'Occident nous a, la Belgique nous a laissée ici, c'est d'abord vous étudier pour travailler pour les autres.
C'était ça la formation. Donc on forme des capitaux. Maintenant, vous travaillez pour vous-même et non pour la société. Voilà le comportement de nos intellectuels aujourd'hui. Parce que vous irez dans d'autres sociétés. Je prends l'exemple de la Chine, l'exemple de l'Amérique. Là où les intellectuels existent, ils savent que leur travail, c'est pour la société. Mais quand ils sont en politique, c'est pour le bien-être de la population. Mais ici, vous êtes en politique pour attendre tout l'Occident. Le pouvoir, vous le cherchez où en Occident? Est-ce que, quand vous avez le pouvoir de l'Occident, vous voulez travailler pour le peuple? Voilà pourquoi on est pauvre. On est un pays trop riche, mais la population est pauvre. Parce que nos élites ont été formées par l'école moderne, l'école occidentale, pour servir les intérêts de leurs familles, leurs villages, mais aussi les intérêts étrangers. Donc il faut une certaine révolution. Donc l'université, l'école, doit former les gens pour servir la population. Et l'université doit former les gens pour faire la recherche. Mais quand vous entrez en politique, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont en politique aujourd'hui, moi j'ai dit, ce sont des politiciens, ce ne sont pas des intellectuels. Il faut qu'on arrête avec ça. Henry Kissinger, c'est un grand professeur. Il a même inventé des théories. Jamais on l'appelle professeur d'université. C'est parce qu'il est en politique, il prend des décisions. Mais si chez nous, professeur, non, qu'on change, qu'on puisse se partager les rôles. Concernant mon cas, que faites-vous? Je pense que, d'abord, je suis un citoyen. Ce que j'ai fait ici, c'est pour vous. Et pour mes enfants, bien entendu. J'ai déjà des grands-enfants. Je suis un grand-père. Mais je ne peux pas comprendre que nous qui avons eu la chance d'accéder à l'école des Blancs, l'école moderne, que les jours où on va disparaître, qu'on laisse ce pays dans ces conditions. Donc notre travail, c'est de nous sacrifier pour vous. Et vous préparer, parce que les combats qui viennent, qui arrivent d'ici 2030, sont des combats rudes. Peut-être, c'est la faute, je ne dirais pas à vos professeurs, mais à l'État congolais. Si on vous donnait un budget, des budgets sérieux, vous allez faire des recherches. Le monde a basculé. Ici, les gens dansent encore, ils boivent. Le monde a basculé. Donc, le monde est à zéro. Ça signifie quoi? 5 siècles, l'Occident a dominé. C'est arrivé à la fin. Le monde de demain, c'est le monde de civilisation, le monde de valeurs. Ceux qui ont des valeurs fortes, qui sont puissants, vont les imposer. Et nous sommes où? Donc c'est la responsabilité des politiques. Mais qui entrent en politique sont les intellectuels. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à réussir? C'est parce que l'école a mal formé. On forme pour travailler pour les étrangers et pour travailler pour soi-même. Donc il faut changer la donne. Pourquoi tout le monde veut aller au ciel et personne ne veut mourir? C'est notre propre société. Notre société est en crise. Je prends un exemple ici. Vous êtes professeur d'université, ce qui pousse aussi beaucoup d'intellectuels à entrer en politique. Vous arrivez au village, vous avez un député illettré. Quand tu as un problème, le député est devant. Toi, tu es derrière. Parce que les députés, d'abord, c'est la fierté pour le village. Nous avons notre député là-bas. Et deuxième, il a l'argent. Et quand il a l'argent, quand il y a un cas de deuil, c'est le député qui sort. Et vous n'avez rien. Donc il y a cet environnement qui fait que beaucoup d'intellectuels, pour avoir un peu, comment dirais-je, un statut un peu supérieur, sont obligés d'entrer en politique. Parce que là, quand ils descendent au village, on ne dit pas professeur, on dit député, ministre. Là, même les chefs coutumiers sont derrière. Mais quand tu viens ici, je suis professeur, je suis physicien, on ne te croit même pas. D'ailleurs, on te prend, on te met derrière. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est travailler pour que la société comprenne que vous êtes utile, comme les musiciens. Moi, je ne connais pas les musiciens. D'ailleurs, on voit, les pays ne marchent pas. Qui parle? Kofi Olomide. Où sont les politologues? Et Kofi Olomide a dit même, il est candidat à la présidence. Et vous, là, vous n'avez même pas d'ambition. Votre ambition, c'est quoi? Être un petit directeur du cabinet, être un petit conseiller, et pour vivre. Donc, ça prouve que le pays est grand. Ceux qui habitent n'ont pas encore d'ambition. Donc, vous devez avoir de grandes ambitions. Être grand. On n'est pas grand au hasard. Il faut travailler. Il faut des sacrifices.
Il faut la discipline. Il faut apprendre à tout moment. Mais vous ne lisez pas. Vous serez grand où? Hein? Il faut lire. Pour être chef au village, on prend les plus grands sages. On ne prend pas parce que tu étais un bandit. Parce que tu faisais du bruit. Donc quand on dit sage, c'est quelqu'un qui connaît très bien comment les villages fonctionnent, qui connaît l'histoire de ces villages-là. Donc si vous voulez demain que les choses changent, il faut beaucoup plus apprendre. Les dirigeants sont-ils encore au service de l'Occident? Mais c'est notre faute. Les drames ici, peut-être c'est notre culture, mais beaucoup plus aussi l'école. On nous a appris que tout le monde nous aime. Tout le monde qui vient ici, c'est pour nous développer. Même ceux qui ont étudié. Or, au village, quand un étranger arrive, on doit vérifier qu'est-ce qu'il est. Il vient faire quoi? Au village. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. Ah, il a amené l'argent, tout le monde embrasse. Mais est-ce qu'il vient pour vous ou bien il est contre vous? On est incapable d'être lucide. Donc, moi, je ne condamne pas les autres. Parce que dans l'imaginaire occidental, ils disent, si moi je ne le fais pas, l'autre le fera à la place. Aujourd'hui, on dit que c'est l'Occident, c'est bien. Mais il y a Al-Qaïda. Est-ce que vous savez que l'islam est en train de s'imposer partout? Est-ce que vous le savez? Donc, quand on dit l'islam radical, pas l'islam en tant que religion. Donc, l'islam radical politique est en train de s'imposer. Et on vous donne l'argent par-ci, par-là, vous faites des conférences, tout le monde est content. Mais ce n'est pas l'islam religion qui propage la paix et le développement. Mais quand vous donnez l'argent, vous prenez. À qui la faute? C'est à nous. Voilà pourquoi il faut que ceux qui comprennent, quand vous voyez des situations qui arrivent, un peu, des situations difficiles, vous devez parler. On n'arrête personne. Moi, je suis déjà à la TNC, mais j'ai gardé ma liberté de penser. Quand je parle, je ne mâche pas mes mots. Parce que les jours où le Congo va disparaître, je serai déjà où? Vous tous qui parlez ici. Vous connaissez le Soudan? En 2. Vous connaissez la Somalie? En 3. Et la Libye? Donc, ce sont des éléments qui doivent vous aider à réfléchir. Le monde a basculé. Les peuples qui ne vont pas s'organiser vont payer. Et ceux qui peuvent sauver les pays, ce ne sont pas tous les vieux là. C'est fini pour eux. C'est vous. Parce que d'ici 20, 30 ans, aujourd'hui vous avez 20 ans, prenons 20, 30 ans, dans 30 ans vous aurez entre 50 et 60, vous aurez notre âge ici. Vous allez vivre dans quel pays? Donc c'est à vous de travailler pour être solide, apprendre d'abord. Il n'y a que la science. Donc on dit le savoir, c'est un pouvoir. Quand vous connaissez, vous avez le pouvoir. Faites un grand effort d'apprendre. Que vous arrangez pour des points, avoir des frères, des cousins, vous perdez votre temps. Donc faites un effort pour connaître. La science, il faut l'acquérir, on ne l'achète jamais. Mais ici, on est habitué à la facilité. Hein, et c'est vous, si vous êtes mal formé demain, nous serons dominés par les autres. Parce que quand vous prenez les enfants chinois, ils vous travaillent des heures, des heures. Je vais vous prendre un exemple un peu. J'étais avec un frère, on était quand j'étais encore étudiant, au faculté Université catholique de Mons, en Belgique. On nous avait donné un exercice d'informatique. Nous sommes partis dans la salle. De 9h, vers 11h, nous sommes sortis. Au moment où nous sommes entrés, il y avait un Chinois, Wang. Nous sommes sortis avec mon jeune frère là, on est parti et puis nous retournons. On a trouvé Wang dedans. Jusqu'à 15h, Wang est sorti, il a déjà terminé son travail. J'ai dit à mon petit frère là, tu vois, nous on a fait combien d'heures? 2 heures. Mais on passe tout le temps à discuter dehors. Et à la fin de l'année, Wang il a passé en première session et il est parti en Chine. Nous sommes restés pour faire la deuxième session. Donc, vous voyez, il faut vous préparer à ça. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous devons vous préparer à ça. Quand quelqu'un ne vous donne pas de points, il ne faut pas penser qu'il est mauvais. Il vous comment dirais-je, il vous forme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami blanc, professeur d'université, que j'ai contesté d'abord. Cet ami finançait mes études. Il me donne l'argent chaque fin du mois. Mais jamais un point. Il m'a appelé et me dit, Frédéric,
je ne peux pas te donner même pas un point. Si tu ne veux pas étudier, c'est ton problème. Alors qu'il me donne l'argent. Un grand ami. Donc, ce sont des exemples qu'on doit vous donner pour que vous compreniez. La science, il faut l'acquérir. Ne tombez pas dans les jeux de la facilité. J'entends ici, il faut avoir être cousin de tel, être fils de tel, être de telle tribu. La science est au-dessus de la tribu et de la politique. Mais quand la politique entre à l'université, la société est perdue. En Belgique, on avait interdit aux militaires et aux policiers d'entrer, de mettre leurs pieds sur le campus. S'il y a un problème, ils n'entrent pas, ils restent dehors. On envoie quelqu'un pour discuter avec vous, et puis le recteur peut dire on peut t'amener. Mais quand la politique entre à l'université, il n'y a pas d'avenir. C'est à vous de réclamer ça. La liberté a un prix. C'est bien, les cousins au pouvoir pouvaient faire les jeux, mais à long terme, vous êtes tous perdants. Parce que le cousin ne va pas rester éternellement au pouvoir. Il va partir. Le monde est en train de changer. Donc faites un effort pour étudier et mériter d'être un jour appelé scientifique. Être fier. Quand vous parlez, non. Je vous prends un exemple. Vous avez votre collègue ici, Georges Lehol. Georges, quand je venais faire des conférences ici, il était toujours présent. En 2012, il était ici. Lehol fait sa thèse en Chine. Je l'ai invité pour faire une conférence. Donc, je vais donner un thème sur la bancarisation. Lehol a parlé. J'ai enregistré tout. J'ai mis sur YouTube. Mais tout le monde m'appelle. Quelle fierté! Ah, ce jeune gens-là, il a bien parlé. Tout le monde a compris. Ça fait la fierté quand même. Quand on vous dit, vous connaissez, vous êtes fiers. Mais n'entrez pas dans la complaisance, n'avance pas une société. Là où il y a des mensonges, il n'y a pas d'avenir. Nous vivons dans une société de mensonges et de voleurs. Voilà notre drame. Mais maintenant, on ne va pas croiser les bras. C'est savoir, nous faisons quoi. Moi, j'ai dit très souvent, il faut faire appel à nos chercheurs. Normalement, avant de citer les travaux des autres là, il y a beaucoup de gens qui ont publié ici. Pourquoi vous ne pouvez pas citer les chercheurs congolais, même africains? Pourquoi on a tendance à parler toujours des autres? Les autres n'ont pas pensé pour notre propre société. Mais nos chercheurs, nos penseurs pensent pour notre propre société. Donc faites un effort en tant que scientifique de passer tout le temps. Il y a beaucoup de publications ici. Vous êtes par exemple quelqu'un qui travaille sur les intellectuels. Mujimbe là, Kamana, Ngal, puis Sunganou Kachama. Le professeur Mbata vient de publier avec docteur Mukwege un gros document comme ça sur les intellectuels. Vous avez encore Kankwe Nambaya qui vient de publier, ils ont déjà publié un document sur les intellectuels. Réalisez tout ça. On n'invente pas la roue. Ne copiez pas les autres. Notre malheur, nous réfléchissons, nous pensons par procuration. Il faut une rupture. Vous voulez vous développer, ne suivez pas quelqu'un derrière. Jamais quelqu'un qui est derrière ne peut se développer. Il faut court-circuiter. C'est que les Chinois ont fait. Aujourd'hui, on les respecte. Hein. Il y a un temps ici, on dit ah, les Chinois, il n'y a rien. Vous voyez Jinping là. Mais les respectez partout. Parce qu'il a réussi à mettre un pays debout. Pas par des discours. La Chine est puissante. La Chine était comme nous, humiliée en 1840. Elle est debout. Il n'a pas attendu qu'on vienne les sauver. Mais chez vous ici, vous êtes humiliés. On nous a vendus comme esclaves. On nous domine. On a été colonisés. Non, on trouve normal d'être dominé éternellement. On trouve normal que les gens viennent vous donner des instructions. Et tout le monde est d'accord, en commençant par vos politiciens. Mais c'est grave. Donc, on est tellement aliénés. Le travail à faire, c'est désaliéner les Congolais. Il faut désaliéner le peuple congolais. Il y a un travail fait par Kanza et Sophie, intitulé, ça y est ici, il faut aller le lire, hein, au CEP. Les origines du sous-développement socio-politique au Congo. Elle a pris de 1840 à 1960. Pour expliquer comment on a été battus. Et pourquoi on a été battus? Parce que quand le monde changeait, nous on était en retard. C'est comme aujourd'hui.
On vous dit, on est en train de changer. Vous êtes ici, vous êtes en train de vous battre. Oh non, on va de ce qui sait que dit. Et des histoires. On construit des faux discours. On est en train de prendre l'Est du Congo. Vos politiciens, vos intellectuels sont ailleurs. Comment expliquer ça? Est-ce que réellement ce sont des intellectuels? On tue chaque jour là à Beni, à Nituri. On coupe des têtes des gens. À Kinshasa, vous faites encore des débats sur les réformes de... Mais si le Congo disparaît, la question sera où? Ça, moi, j'ai dit il faut savoir hiérarchiser les problèmes. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire? Pour le moment, l'essentiel, c'est la survie de notre nation. Vos discours de politiciens, c'est une diversion. Tout celui qui ne veut pas parler de l'Est du Congo est complice. Vous avez déjà, ils ont toutes les informations. Vous ne verrez personne à la télévision, intellectuel comme politique, il dit non, c'est pas normal. On ne lance même pas. Vous avez à la télévision, soit c'est la religion, les gens prient, soit c'est la musique, soit vous voyez des politiciens qui font des discussions. Dans les réseaux sociaux, la même chose. Moi, ce que je vous demande, il y a toute une révolution numérique. Il ne faut pas être des analphabètes numériques. Le monde de demain se joue sur l'Internet. Les réseaux sociaux aujourd'hui, des Congolais, est-ce que vous les lisez au moins? D'abord, qui alimente les débats? Des médiocres? Et quel débat encore à l'intérieur? Des choses idiotes. Et vous êtes là, vous dites politologue et docteur, vous ne faites rien. Et je vois rarement nos intellectuels, entre guillemets, participer au débat dans les réseaux sociaux. C'est la liberté. On peut dire que la RTNC ne laisse pas la liberté aux gens de parler, aux opposants, tout ça, mais les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a la censure? Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, désormais, chacun de vous doit créer un compte YouTube, un compte WhatsApp, Twitter, Facebook. Au lieu de mettre vos photos, chaque matin, vous réveillez, une petite réflexion sur le Congo. Comme ça, les gens qui sont à l'extérieur vont dire « Ah, les gens ont compris ». Mais pour le moment, on a l'impression que dans ces pays, il n'y a que des idiots. Vous pouvez dire « Vous êtes des docteurs, on ne comprend rien ». Donc, les médias, c'est le reflet de la société. Regardez nos télévisions. C'est une catastrophe. J'en ai parlé, je suis à la RTNC. J'en ai parlé, je pars au Cameroun. D'abord, quand tu vois les journalistes qui interviennent, bien formés, et quand tu vois encore les politiques ou bien les intellectuels qui interviennent, qualité. Vous venez chez nous, la confusion totale. N'importe qui se réveille, non, je suis juriste. Un juriste va parler de la Constitution, il connaît quoi? C'est pas honnête. Dans des pays sérieux, quand il y a des problèmes constitutionnels, on fait appel aux spécialistes. Monsieur, tu es constitutionnaliste, et puis tu as publié. Viens parler. Mais les cas chez nous un maître, un avocat. Non, non, je veux aussi commenter. Et moi, quand j'avais Télé 7, vous ne passez pas. C'est comme ça que vous aimez Télé 7, parce qu'il y avait une rigueur terrible. C'est quand vous connaissez, vous passez. Vous ne connaissez pas, vous ne passez pas. Parce qu'on est en train d'entretenir une confusion dans la tête des Congolais. Aujourd'hui, n'importe qui parle sur... fait une déclaration sur Facebook ou bien Twitter. Ah non! L'autre a dit, c'est pas l'information. C'est pas l'information, c'est un point de vue. Mais combien de journalistes, qui se disent, même des étudiants, ont des comptes Facebook ou bien dans les réseaux sociaux? Ils n'en ont pas. Donc, ne laissez pas la place aux médiocres. Battez-vous pour prendre leur propre place. La vie est faite ainsi. Vous ne faites rien. Les médiocres sont toujours là. D'ailleurs, ils ne connaissent rien du tout, mais comme ils parlent beaucoup, on les écoute. Vous partez à la cité là. On va vous parler des journalistes que moi j'appelle des commentateurs. Tel journaliste. Ah, il a parlé. Moi je dis, mais il n'est pas journaliste. C'est parce que les journalistes ne font rien que les médiocres prennent la place. Donc, vous êtes des politologues, faites un effort chaque matin. Twitter, Facebook, WhatsApp, vous donnez votre point de vue sur la question, par exemple, la Constitution. En tant que politologue, comment toi tu vois? Tu vois tes cours, ou bien ce que tu as fait, ce que tu as lu. Tu fais un petit truc, tu l'as tes places. Comme ça, on peut avoir ce que je peux appeler la masse critique. Comme ça, les médiocres vont disparaître. Mais tant que vous êtes 2 ou 3, vous tweetez,
et vous avez 1000 personnes, les médiocres qui tweetent, ça va se noyer. Donc il faut que chacun de vous essaye un peu d'avoir un compte pour faire face aux médiocres. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance.